Bonjour et bienvenue sur Montréal Boulevard, le podcast qui donne la parole aux personnes à l'origine d'initiatives positives qui créent le Montréal d'aujourd'hui et de demain. Je suis Aurélia, je suis architecte et créatrice de contenu et j'habite à Montréal depuis mars 2019. Dans ce podcast, je vous partage des petites perles que je découvre au fur et à mesure de ma vie à Montréal. Les sujets abordés sont divers et sans limite, alors si vous avez des suggestions, vous pouvez m'écrire par courriel ou sur Instagram. Les liens sont au bas de la description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à un ou une amie que cela pourrait intéresser. N'hésitez pas à me le dire en m'écrivant sur Instagram @montrealboulevard.podcast, en vous abonnant et en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je me ferai un plaisir de vous lire. Aujourd'hui, dans ce 25e épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Chloé Pronovo-Morgan, cofondatrice de l'organisme à but non lucratif Monthly Dignity, en français Dignité mensuelle. Cet organisme a pour but de lutter contre la précarité menstruelle à Montréal. Avec Chloé, nous avons parlé de ce que représente la précarité menstruelle, de comment lutter contre celle-ci et contre les tabous qui gravitent autour des menstruations, du processus de création et de gestion d'une OBNL et bien d'autres choses. Cet épisode a été enregistré à distance. Le son est donc un peu moins bon, mais cela ne devrait pas gêner votre écoute. Aussi, cet épisode est selon moi très important, car il parle d'un sujet primordial dont on ne parle que trop peu et depuis très peu de temps. Que vous soyez femme, non-binaire, homme, cette problématique est très importante. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous afin de faire connaître ce sujet et l'organisme Monthly Dignity. Aussi, je mettrai en description les liens vers Monthly Dignity, quelques articles pour en savoir plus sur la précarité menstruelle, ainsi que plusieurs éléments qui ont été évoqués durant l'épisode. Je vous laisse donc avec ma conversation avec Chloé. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui je suis avec Chloé. Chloé, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours? Oui, donc bonjour, merci de m'avoir sur ton podcast, Aurélia. Donc mon nom c'est Chloé Pronovo-Morgan. J'ai 24 ans, je viens de Montréal. Présentement, j'étudie en médecine à l'Université McGill et je suis la cofondatrice de l'initiative à but non lucratif Monthly Dignity, en français Dignité mensuelle, qui a comme objectif de s'attaquer à la précarité menstruelle à Montréal. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la précarité menstruelle pour ceux qui ne savent pas? Oui, donc si je donne une définition courte, la précarité menstruelle, c'est l'incapacité de d'aller chercher les produits dont on a besoin pour gérer ses menstruations de façon confortable. Cette incapacité peut découler de raisons financières, mais parfois c'est aussi à cause de barrières éducatives, culturelles, religieuses, politiques, etc. Mais le résultat de la précarité menstruelle, c'est que l'individu va se trouver dans une situation très inconfortable où ils vont pas avoir les produits nécessaires pour gérer les menstruations de façon confortable et avec un sentiment de dignité. Oui, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte, mais pour les personnes qui ont leurs règles, enfin, celles qui ne les ont pas peuvent pas s'en rendre compte, mais pour les personnes qui ont leurs règles, il faut savoir que c'est quand même un certain budget de gérer ces menstruations. Je ne sais pas, on peut peut-être l'estimer, ça dépend évidemment des personnes, mais peut-être une quinzaine de dollars par mois si on achète des protections jetables. Et c'est sûr qu'il y en a certains qui doivent choisir entre manger puis s'acheter un paquet de serviettes hygiéniques ou même, comme tu disais, qui n'ont pas l'information en fait. Donc Oui, ça peut être un handicap en fait parce que si on n'a pas des protections suffisantes, on ne peut pas forcément aller travailler, on ne peut pas aller à l'école, on ne peut pas... c'est exactement ça. Et c'est ça, la définition de la précarité menstruelle, c'est ça, englobe aussi un manque d'accès à l'éducation sur la santé menstruelle. Et donc, comme tu l'as mentionné, c'est ça, ça peut être un manque de produits ou un manque d'éducation, mais les deux résultent dans une sorte d'inconfort, une honte par rapport à ces menstruations qui ensuite limitent
les opportunités des personnes qui ont leurs règles. Et comme tu l'as mentionné, ça peut avoir des impacts ou des effets néfastes sur les opportunités sociales, éducatives ou professionnelles qui finalement résulte en une forme de discrimination genrée contre les personnes qui ont leur menstruation. Donc, c'est une problématique avec des répercussions beaucoup plus larges qu'on le croirait en y pensant initialement. Oui, puis en plus, faut quand même imaginer que les menstruations peuvent durer quand même jusqu'à une semaine par mois, parfois peut-être même plus pour certaines personnes. Donc c'est quand même un quart quasiment du temps, Ouais, en tout cas un tiers au moins du temps chaque mois. Donc c'est pas juste une heure par mois ou une heure par 6 mois. C'est vraiment impactant pour ces personnes-là. Et, exactement. et- Et et- pardon, vas-y. par rapport à ce que tu disais, c'est non seulement est-ce que c'est une grande proportion du temps, mais il y a un effet cumulatif à la précarité menstruelle. Parce que quand on se retrouve dans une situation où on n'a pas nécessairement les moyens d'aborder ou de se procurer euh, les produits nécessaires pour gérer nos menstruations, euh, on se retrouve dans des situations où on doit faire on doit prendre des décisions qui sont très difficiles, comme tu as mentionné, entre un repas ou une boîte de tampons. Et on va aussi essayer de faire durer les protections menstruelles qu'on a. Donc ça peut mettre à risque pour le syndrome Du choc du choc toxique. toxique. Ça peut créer ou mener à des infections génitales, urogénitaires. Et ça peut également ouais, lié à d'autres infections virales ou bactériennes. Et somme toute, ça a un impact néfaste sur non seulement la santé physique, mais également la santé mentale. Parce que si on se retrouve dans cette situation à chaque mois et qu'on sait et on appréhende avoir ces règles à chaque mois, ben, comme je disais, ça finit par avoir un effet cumulatif qui est dévastateur. Oui, exactement. Et en plus, d'autant plus que cette cause-là est d'autant plus importante qu'elle est hyper taboue en fait. Parce que, évidemment, on pense, par exemple, si on pense à Montréal, j'imagine qu'avec l'association, les personnes que vous touchez le plus, dont vous occupez le plus, c'est certainement les personnes itinérantes qui ont leur menstruation. Et non seulement ces femmes, je dis ces femmes, non, c'est une erreur, ces personnes qui ont leur menstruation, non seulement elles ont peut-être des difficultés à manger, à savoir où se loger. Donc ça, c'est, on va dire, un problème dont on a tous conscience. Il y a beaucoup d'associations qui s'en occupent. Mais la précarité menstruelle, c'est une forme de précarité. Mais en plus de ça, c'est une précarité qui est taboue. Dont il y a peu de gens, en fait, je pense, qui en ont conscience. Moi-même, j'en ai vraiment pris conscience il y a seulement quelques mois, en fait, en voyant beaucoup de, de, de communiqués d'associations, en voyant des articles là-dessus. Mais moi-même, alors que je suis concernée par la question, j'en ai peu conscience parce qu'on en parle très peu, en fait, de base des menstruations. Mais alors, j'imagine que ça doit être vraiment... vous devez gérer ça aussi, cette question du tabou, j'imagine, en travaillant pour cette cause. Oui, Qu'est-ce oui, que... absolument. Ben, absolument. Et en fait, Monthly Dignity, Dignité mensuelle, est née à cause du fait que la précarité menstruelle est un problème caché. Et c'est un problème doublement caché parce qu'il se trouve à l'intersection de deux tabous sociétaux, notamment les menstruations et la pauvreté ou le fait d'être en situation d'itinérance. Ces deux phénomènes, pour des raisons diverses et différentes, nous rendent inconfortables au niveau sociétal. Les menstruations, on nous apprend dès un très jeune âge que ça doit rester caché. On est gêné d'avoir nos menstruations. On cache le tampon dans notre manche. On veut pas que les gens sachent que c'est en train de se produire, comme si c'était un secret. Il y a des marques comme Incognito qui nous disent il faut garder ce secret, il faut que personne ne le sache, mais c'est correct parce que nous, on va s'assurer que cette discrétion soit maintenue. C'est un peu genre
c'est insidieux parce qu'on s'en rend pas compte, mais le message vraiment qu'on nous donne, c'est que les menstruations, premièrement, c'est un problème qui concerne seulement les personnes qui ont un utérus et qui menstruent. Et deuxièmement, il y a une certaine gêne qui devrait être eue avec ce phénomène, qui en fait est naturel et biologique et inévitable, mais vraiment le message qu'on nous donne, c'est que faut que ça reste caché. Et c'est un petit peu la même chose qui se produit avec l'itinérance. Pas exactement, c'est pas manifesté de la même façon, mais on ressent un inconfort quand ça en vient à l'itinérance. Même, je sais pas si tu as déjà eu cette expérience, mais de voir quelqu'un d'itinérant dans la rue, parfois on a le réflexe de détourner le regard parce on se sent impuissant, parce que c'est inconfortable de voir un autre être humain dans de telles circonstances, parce qu'on sait pas quoi faire, on sait pas comment aider. Oui. Et donc, quand on met les deux ensemble, menstruation, itinérance ou précarité, euh, ben, ça devient entièrement caché. Oui, c'est ça. C'est un vrai handicap en fait à ce Oui. niveau-là. Et comment c'est venu l'idée de la création de Monthly Dignity et dans quel contexte? Comment, enfin, je sais que vous êtes deux cofondatrices, il me Oui. semble, à l'origine. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'histoire? Oui, absolument. Donc, l'histoire d'origine, c'est celle de Julia, la cofondatrice. J'aurais bien aimé qu'elle puisse vous en parler directement, mais euh, en fait, c'est venu une sorte de moment d'eureka qu'a eu Julia. Elle était sur un vol, elle rentrait de Paris à Montréal, elle est française d'origine, et elle rentrait pour réentamer l'année à McGill. Et elle a eu ses règles sur l'avion, tout simplement, mais elle n'était pas équipée, elle n'avait pas les produits dont elle avait besoin. Donc, c'était une situation inconfortable. Et elle a aussi remarqué qu'elle était très gênée d'en parler à son père avec qui elle était. Et donc, de cette expérience est ressorti un moment de réflexion durant lequel elle s'est demandé, mais comment est-ce que les gens qui se retrouvent dans cette situation à chaque mois font pour gérer la chose? Parce que Julia, c'était très momentané. C'était j'ai pas de tampon, j'ai pas de serviette sanitaire avec moi, mais ça va passer. Et demain, je vais en avoir et le jour d'après aussi. Mais qu'est-ce qui arrive si on est dans cette situation parce qu'on n'est pas capable d'acheter les produits dont on a besoin, par exemple? Donc, elle a fait de la recherche, puis elle s'est dit, ce serait cool de faire du bénévolat pour une cause qui adresse, ben, ou qui aide à pallier ce genre de situation à Montréal. Et en faisant de la recherche, elle a réalisé qu'il n'y en avait pas, qui existait de cause. Donc, c'est là que elle est venue m'en parler. On est allé prendre un café au début de l'année scolaire 2017. Euh, on s'est retrouvés, elle m'en a parlé, puis je lui ai dit, ben, écoute, tu viens de découvrir une injustice fondamentale, il faut faire quelque chose. Et elle était d'accord, elle avait déjà l'intention de commencer une initiative. Et donc, c'est essentiellement de cette, je dirais, conversation, de cette réflexion qui est née Monthly Dignity. C'était en réalisant que rien d'autre n'existait et que ça, c'était absolument inacceptable, qu'on a décidé de se lancer les deux ensemble. Et donc, on a lancé l'initiative le 16 novembre 2017. Et concrètement, comment ça s'est passé? C'est quoi les étapes? C'est pour une personne qui voudrait lancer aussi une OBNL, donc vous, c'est ça, c'est une organisation à but non lucratif, il me Oui, semble. oui, Tu sais, je sais pas, il y a tellement de choses qu'on voudrait lancer, puis des fois, on se trouve un peu impuissant. Comment on fait? On a l'impression que c'est difficile, enfin, on a l'impression qu'il y a plein d'étapes, mais c'est quoi ces étapes? Si tu devais, je sais pas, décrire rapidement pour donner des conseils. ouais, ben, la première chose que je dirais, c'est que en effet, c'est quand même difficile et il y a un sentiment de ne pas savoir ce qu'on fait qui va perdurer, mais il faut pas qu'on le laisse nous empêcher de prendre action parce que ce moment-là d'Eureka que Julia a eu, que moi aussi j'ai eu, cette découverte de cette injustice, c'est ce qui nous a motivés tout au long et ça nous a jamais quittés et ça fait en sorte qu'on a réussi
à mener cette initiative vers des horizons qu'on n'aurait jamais pu concevoir initialement. Donc, le disclaimer, c'est que oui, c'est un peu difficile. Il y a beaucoup de moments où on a l'impression qu'on ne sait pas ce qu'on fait, mais ça devrait pas nous empêcher de se lancer. En termes d'étapes, nous, ce qu'on a fait, c'est premièrement beaucoup de tempêtes d'idées. On se rencontrait 2-3 fois par semaine, on discutait et on essayait de peaufiner, en fait, ce qu'on voulait faire. On essayait de trouver des phrases. C'est quoi notre objectif? Qu'est-ce qu'on veut faire? Et comment. Ensuite, il fallait s'assurer qu'il y avait réellement un besoin. Donc, on a envoyé beaucoup de courriels à des abris, des centres de jour à Montréal pour demander comment ou s'ils distribuaient des produits d'hygiène menstruelle. Et la réponse qu'on a eue en grande majorité, c'était oh, wow, on en a tellement besoin. On en reçoit presque jamais parce que les gens y pensent pas. Justement, quand les gens pensent itinérance, ils pensent vêtements, nourriture, couverture, mais ils pensent pas serviettes sanitaires et tampons. Donc, confirmer le besoin ou, oui, la nécessité palliative de l'organisme. Et ensuite, on s'est lancé en créant un site web et une plateforme de levée de fonds en ligne, ce qui a aidé à, je dirais, nous donner de l'espoir à nous-mêmes. On a aussi lancé une page Facebook et on a vu que soudainement, les gens répondaient à notre initiative de façon très positive. Et ça, c'était une grande étape pour nous parce que, justement, à cause de ces tabous, on avait peur que les gens allaient mal réagir, que les gens allaient dire « Mais pourquoi vous parlez de menstruation? C'est awkward, on veut pas le savoir. » Mais non, tout le monde, dès qu'ils ont entendu parler de notre initiative, ont eu la même réaction que tu as mentionné, qui était « Wow, j'y avais jamais pensé, mais c'est tellement pertinent. » Et donc, à partir de ce moment-là, on a pu obtenir le statut d'OBNL. Et ensuite, c'était un processus de rendre notre structure de plus en plus efficace. Donc, il y a eu un recrutement d'une équipe exécutive. Initialement, notre modèle, c'était lever des fonds et faire des achats en ligne en bulk et ensuite distribuer à nos abris partenaires. Et avec le temps, on a pu rendre ce système plus efficace en créant des partenariats avec Moisson Montréal et Femmes Pro, avec qui on travaille aujourd'hui. Mais bref, c'est ça. On n'aurait pas pu concevoir, imaginer la magnitude qu'a pris l'initiative aujourd'hui. Et je pense que le résumé de tout ce que j'ai dit, c'est ça prend juste une idée, ça prend de la conviction et de la motivation, mais j'encourage n'importe qui à le faire parce que c'est possible. Et tu dis donc vous avez levé des fonds, puis vous avez embauché, enfin vous avez créé une équipe exécutive. Ça veut dire qu'il y a des salariés, c'est ça, dans cette OBNL? Non. Non, c'est seulement des bénévoles. Non, c'est seulement des bénévoles. Ok. L'équipe exécutive est composée majoritairement d'étudiants, étudiantes de l'Université McGill. On a certaines autres personnes qui viennent d'autres universités. On a eu une personne qui était dans le marché du travail à date, mais non, toute l'équipe, incluant nous-mêmes, travaille de façon bénévole pour le moment. Ok. Et justement, donc tu disais que vous faisiez des partenariats avec Moisson Montréal et Femmes Pro, c'est Femme ça? pro. Des associations elles-mêmes, c'est ça, ou c'est des entreprises? Ouais, toutes les deux sont des entreprises. Alors, Ok. Femme Pro, c'est le seul producteur de produits d'hygiène menstruelle au Québec. Ok. Donc, ils produisent pour des compagnies comme Incognito, disons. Moisson Montréal, c'est la plus grande banque alimentaire au Canada et eux travaillent avec plus de 250 partenaires au travers de la ville ces partenaires-là, travaillent avec une population en situation précaire. Et donc, comment ça fonctionne, c'est que Femme Pro produit des produits à chaque année et à chaque année, ils changent l'emballage de leurs produits à des fins de marketing. Ok. Et auparavant, ils jetaient
les produits avec l'ancien emballage parce que c'était plus cher de les désemballer et de les réemballer que juste de les jeter. Mais Ok. même de jeter ces produits, ça vient avec un coût. L'enfouissement, ça vient avec un Mhm. coût. Et donc, c'est là que nous, on rentre dans l'équation. C'est en fait plus efficace économiquement pour eux de nous donner les produits pour qu'on les Mhm. redistribue que de les enfouir. Et donc, initialement, ils nous les donnaient à nous directement et nous, on devait payer pour le shipping, pour les envoyer à nos partenaires. Et ensuite, Moisson est entré dans l'équation parce qu'en fait, on n'avait pas la capacité de stockage pour tous ces produits, tandis que Moisson a des énormes entrepôts. Alors maintenant, Moisson va chercher les produits directement chez FemmePro, les ramène à leur facilité, leur lieu d'entreposage. Et euh, dès qu'ils reçoivent les produits de FemmePro, ils nous disent ce qu'ils ont reçu. On garde de côté la proportion dont on va avoir besoin pour nos partenaires. Et Moisson peut ensuite distribuer le reste, s'il y a un surplus, à leurs partenaires. Ok. Ouais. Ouais, c'est vraiment intéressant. On se rend pas compte de, de tout le gâchis qu'il peut y avoir. Enfin, je sais que pour la nourriture, c'est pareil. Il peut y avoir des erreurs d'emballage, de packaging qui vont pas du tout influencer la qualité ou le goût du produit. Mais c'est vraiment intéressant de savoir que vous pouvez pallier à ça, justement. Et comment l'association fonctionne financièrement? Parce que j'imagine que vous avez quand même besoin de fonds, même si vous avez quand même des produits qui arrivent plus ou moins gratuitement, on va dire. Mais comment ça fonctionne? Je ne sais pas si vous avez des subventions ou alors des dons. Le partenariat à trois parties, donc avec FemmePro et Moisson, nous a rendu financièrement et environnementalement plus durables. Ça, c'est sûr. Donc, notre modèle nous permet de distribuer beaucoup plus de produits qu'avant pour des coûts moindres. Mais oui, en effet, on a besoin de fonds, mis à part ça. Donc, comment on procède? Il y a plusieurs facettes. On a fait beaucoup de levées de fonds en temps pré-COVID, surtout sur des campus universitaires. C'était des choses très simples comme des ventes de pâtisserie, des ventes de samosa, ce que les étudiants aiment bien manger. Mais on a aussi on avait fait un gala de levée de fonds l'année passée. On a créé des événements auxquels les gens peuvent participer pour une petite somme, mais qui s'avérait ouais, à générer d'assez bons profits. Je dirais que la constante, c'est qu'on a une plateforme en ligne pour des dons. Donc, n'importe qui est intéressé à faire un don peut le faire facilement. La plateforme qu'on utilise, c'est Chuffed. Je mettrai le Et lien dans la description de l'épisode. oui, merci. Oui, on sollicite définitivement des dons plus larges d'organismes, de banques. Récemment, on a eu une de la banque TD, mais on a aussi reçu le prix Force Avenir en 2019 dans la catégorie de paix et justice, qui était quand même une grande somme. Donc, c'est ça, on a une approche assez variée, je dirais, à lever les fonds, mais ça se résume à des initiatives qu'on prend nous-mêmes en créant des événements, la plateforme en ligne et ensuite solliciter des dons plus larges d'organismes, de banques, etc. Et comment vous avez mis en place l'organisation au sein de l'association? Je ne sais pas, j'imagine qu'au départ, c'est difficile de savoir qui fait quoi, comment on commence, quelles sont les différentes étapes, comment vous avez fait pour justement vous organiser. Ouais, ça c'est une très bonne question. Et en effet, c'était assez confus initialement. Dans les débuts, c'était seulement Julia et moi, donc on se divisait toutes les tâches, que ce soit communication, finance, bref, etc. Mais avec le temps, s'est formée cette équipe dont j'ai fait la mention. Et ça a été un processus assez constructif, je dirais, ou un processus d'apprentissage dans lequel à chaque semestre, on se remettait en question et on se demandait comment est-ce qu'on peut rendre cette équipe plus efficace et comment est-ce qu'on peut gérer et diviser les tâches
d'une manière, ben oui, supérieure. Et donc, maintenant, on a une équipe exécutive où tout le monde a des rôles assez précis, mais c'est quand même un esprit très collaboratif. Je pense qu'on encourage parce que je trouve que ça mène à une créativité et une motivation euh, qui, qui peuvent donner des résultats surprenants. Donc, c'est ça. L'équipe comme elle est constituée en ce moment, on a moi qui suis à Montréal, Julia, elle est en France, elle est à Paris et elle gère une branche qu'on a commencé à Paris. Donc ça, c'est génial. Mais donc à Montréal, il y a moi qui est la cofondatrice. Ensuite, on a deux coprésidentes. On a la directrice des bénévoles qui gère toute cette équipe de bénévoles. On a une position pour la gestion des événements, la gestion des levées de fonds, les communications, le design et la traduction. Je pense que c'est oui, donc ça, c'est les rôles qu'on a à date et c'est les rôles qui, à travers le temps, se sont démontrés les plus, disons, essentiels. C'est toujours une question de trouver une balance entre avoir une équipe complète, mais pas redondante, disons. Ouais, c'est vraiment gérer, c'est vraiment comme gérer une entreprise finalement, et j'imagine que ça doit aussi être super formateur pour vous qui êtes une équipe d'étudiants. Et j'imagine que ouais, c'est ça, quand, quand on n'a pas forcément eu l'occasion de connaître le marché du travail, mais qu'on se lance dans la création comme ça d'une organisation et de la gestion sans avoir forcément d'expérience de management ou avant, ça doit être quelque chose aussi, j'imagine, ça doit être super formateur. Oui, absolument. Ça, c'est sûr que ça a été une constante. Je ne cesse jamais d'apprendre. Et oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations où j'ai l'impression de ne pas exactement savoir ce que je fais, mais c'est ça qui est tellement excitant à propos de ce processus. Euh, et je pense que fondamentalement, au sein de l'équipe et au sein de moi-même aussi, la motivation, c'est la variable qui est vraiment constante. On essaye tous, toutes de faire de notre mieux. On est tous extrêmement motivés par la cause pour laquelle on travaille et donc on trouve toujours des solutions aux problèmes qui peuvent survenir. Mais oui, c'est sûr que d'avoir un background en management, ça pourrait aider un petit peu. Et par curiosité, est-ce que, parce que on sait que les menstruations, la majorité des personnes qui les ont, c'est des personnes qui se considèrent comme des femmes. Après, bon, il y a aussi des personnes qui sont transgenres ou qui ont changé de sexe. Ou, voilà. On sait que ça inclut pas juste des personnes qui se disent femmes, mais généralement, dans l'environnement, on va dire que ça concerne plutôt des personnes qui se disent femmes. Et justement, est-ce que dans votre équipe, vous avez recruté des personnes qui se considèrent comme des hommes aussi, euh, ou alors c'est plutôt des personnes qui se disent femmes et vous avez du mal encore à toucher des hommes qui seraient touchés par la cause, ou je sais pas comment Ouais, ça c'est une bonne se... question. C'est vrai que oui, notre cause a attiré l'attention plutôt de personnes soit qui ont leur menstruation, donc qui s'identifient comme femmes, mais de plus en plus, on essaye d'avoir une approche inclusive, ce qui est génial. Euh, Même si les personnes, disons, dans notre équipe de bénévoles sont toutes des femmes, on a aussi réussi à rejoindre des hommes cisgenres. Et dans l'équipe exécutive, on a également des personnes trans et non-binaires. Donc, je pense que ça démontre juste que c'est pas seulement une cause qui touche les femmes qui s'identifient comme femmes. Et surtout que, en fait, c'est un problème de tout le monde, utérus ou pas, menstruation ou pas, la précarité menstruelle, euh, étant donné que ça impacte près de 50% de la population, ça devrait être un enjeu Oui, euh, exactement. qui, euh, qui au moins attire l'attention de tous et toutes. Oui, parce que si la moitié de la population ne peut pas ne peut ni aller à l'école, ni travailler pendant une semaine par mois, ça va impacter, c'est sûr, beaucoup de facteurs, que ce soit économique,
éducatif, culturel, peu importe quoi, dans le monde, mine de rien, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus parce que ça va impacter aussi ça va impacter à toutes les échelles finalement. Exactement. Et puis, tous les, par exemple, les hommes qui n'ont pas de menstruation et qui sont pas forcément concernés par la question, qui l'ont jamais vécu, souvent ils ont quand même autour d'eux une mère, une sœur, une amie qui a été au moins dans cette situation là. Donc, Ben, c'est ça, justement, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue aujourd'hui même. J'étais en train de parler avec un homme qui travaille au sein du Montreal English School Board parce qu'on va commencer à s'allier justement à des écoles qui vivent dans des zones de la ville défavorisées, pardon, qui résident dans des zones de la ville défavorisées. Et donc, cet homme s'appelle Rocco et il m'a présenté au vice-président, principal, euh, vice-directeur. Donc, Rocco m'a présenté au vice-directeur de l'école. Et tous les deux, ils me disaient que, ben, on parlait justement de la précarité menstruelle et les deux me disaient, mais c'est un enjeu duquel les hommes doivent entendre parler parce que ça nous concerne aussi. Mais ça m'a tellement fait plaisir d'entendre deux hommes dire ça parce que, ben, premièrement, ils avaient raison, mais c'était comme s'ils étaient en train d'avoir leur épiphanie à eux, là, leur moment Eureka, euh, en réalisant que oui, si leurs élèves n'ont pas accès à des produits d'hygiène menstruelle, ben, ils vont manquer les cours. Et c'est ça qu'ils disaient. Ils savent que certaines des étudiantes ne viennent pas à l'école quand elles ont leur menstruation parce qu'elles n'ont pas accès aux produits dont elles ont besoin. Euh, et, et ça a juste un effet tellement tangible. Et donc, ces deux hommes à qui je parlais ce matin me disaient waouh, c'est tellement important qu'on soit sensibilisé à cette problématique, même si nous, on n'a pas nos règles, même si nous, on ne l'a jamais vécu, ça touche les personnes dans nos vies, ça touche tout le monde, de près ou de loin. exactement, oui, c'est sûr. Mais du coup, justement, alors, tu dis que vous êtes en contact avec des écoles ce serait pour éduquer, c'est ça, les personnes, pour sensibiliser, ce serait pour quelle Ouais, ben en fait, Monthly Dignity a deux genre piliers fondamentaux. Donc, il y a l'objectif palliatif, euh, au travers duquel on essaie de distribuer des produits d'hygiène menstruelle aux personnes qui en ont besoin. Et le palier discursif. Donc, c'est ça, c'est ce qui touche plutôt à l'éducation et aussi de s'adresser aux tabous et aux stigmas en lien avec les menstruations et la précarité. Donc, ce dont je parlais plus tôt, ces discussions avec ces deux hommes, en fait, c'est plutôt en lien avec le premier palier, le palier palliatif, Ok. parce que, comme je disais, c'est une école située dans une zone de la ville très défavorisée et donc plusieurs des étudiantes euh, des personnes menstruées qui vont à cette école n'ont pas les moyens euh, de s'acheter les produits dont elles ont besoin. Et donc, ça impacte leur scolarité directement. Et c'est en parlant avec Rocco que j'ai réalisé ben, que c'était important qu'on essaie de travailler avec eux parce que même si initialement, dans ma tête, la précarité menstruelle, ça impactait seulement les femmes sans abri, c'est beaucoup plus large que ça. Mhm. C'est énorme comme problématique, beaucoup, beaucoup plus large que je l'aurais conçu initialement. Euh, mais également, avec ce palier éducatif, discursif, on veut et on a commencé à faire de la sensibilisation dans des écoles secondaires, donner des présentations parce qu'on pense que la génération du futur est, euh, est très bien placée pour, Réagir à ce pour genre de oui, problématique, ouais. oui, oui, et pour mener la question plus loin. Mais c'est vrai que, comme on disait avant d'enregistrer l'émission, moi je trouve que la génération qui est actuellement au secondaire, qui a peut-être 15, 16, 17 ans, voire même 18, 19, je trouve qu'ils sont très, très sensibilisés à plein de choses, qui sont hyper allumés. Et je ne sais pas si c'est peut-être lié
à la montée des réseaux sociaux et au fait qu'on a accès à plein d'informations diverses et pas seulement celles qu'on voit sur les chaînes principales à la télé ou dans les journaux principaux. Mais je pense qu'en effet, c'est une génération qui peut changer beaucoup de choses, qui peut comprendre beaucoup de choses Ouais, et qu'il faut vraiment les sensibiliser. Puis je pense aussi, j'imagine que ça paraît tout bête, mais le fait de sensibiliser aussi dans les écoles, ben, ça peut aussi permettre aux personnes concernées par ce problème de mettre des mots en fait sur le problème et de se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'ils ont des solutions à ça. Parce que j'imagine que parmi les jeunes filles qui n'ont pas les moyens au secondaire, leurs parents n'ont peut-être pas les moyens de payer des protections. Et puis elles n'ont pas conscience qu'en fait c'est une forme de précarité. Elles n'ont pas conscience que c'est ça peut-être qui provoque un petit peu leur échec scolaire parce qu'elles manquent pendant une semaine par mois les cours. Enfin, c'est tout un tas de choses qui peut vraiment je sais pas, décanter et puis provoquer des prises de conscience, je pense, des oui, améliorations. absolument. Je pense que l'éducation, c'est un outil essentiel à la notion de empowerment, euh, à la notion de, je sais pas comment dire en français, mais self-advocacy, tu sais, de cette habileté de vocaliser nos besoins. Et Mm. ça, c'est essentiel quand on est jeune et qu'on dépend financièrement de quelqu'un d'autre. Si on est gêné et nos menstruations sont tellement tabous qu'on ne veut même pas en parler, on ne serait pas capable de dire à nos parents, nos professeurs, qui que ce soit, que allô, j'ai besoin d'une serviette sanitaire parce que j'ai mes règles. Non, on va être tellement gêné qu'on va vouloir se cacher et toutes les conséquences dont on parlait initialement vont en découler. Ouais. Donc, c'est ça, l'éducation par rapport au cycle menstruel, par rapport aux menstruations, par rapport au fait que c'est un phénomène biologique et normal et qui est signe de bonne santé, c'est tellement important. Et que Et c'est je pas pense que sale aussi. et que c'est pas ça, non, c'est l'inverse. Ouais, exactement. Et ça, c'est un élément aussi, je pense, sur lequel on veut travailler, sur lequel on doit travailler, même au niveau sociétal. Et c'est marrant parce que je pense aussi en fait, le premier épisode du podcast, je l'ai fait avec Erika, la cofondatrice de Madame Lovary. Je sais pas si tu connais Ah, cette marque. ben oui, Ouais. on a travaillé avec eux. Ok, ben, là, c'est une marque de protection menstruelle lavable, en fait. Mhm. Et on a parlé du fait que aussi dans le marketing des marques de protection menstruelle, il y a aussi le fait que on montre le sang bleu. Alors Oui. déjà ça crée un tabou parce qu'en fait on veut juste pas montrer la couleur du sang qui n'est pas bleu, qui est bien rouge. Et du coup c'est juste que dans la représentation quoi. On veut pas en parler quoi, c'est tabou jusqu'au bout, même dans les publicités, toutes les serviettes elles sont toutes blanches, enfin il faut tout cacher, il faut c'est Non, vraiment mais absolument. Et j'en parlais avec ma soeur récemment, mais on a utilisé le terme les euphémismes menstruels. Tu sais, c'est comme on n'est pas capable de dire les exact. réels mots, on n'est pas capable de montrer le réel sang. Et ça vient jouer dans la honte menstruelle qui est tellement puissante et dont on a parlé plus tôt, mais cette notion que oui, les règles, c'est sale, que les règles, ça doit être caché, que les règles, c'est un problème seulement des femmes, des personnes qui menstruent, et que ça peut pas être adressé dans la sphère publique, que c'est tellement absurde si on y pense vraiment, mais c'est tellement présent et c'est tellement puissant. Et Mm. moi-même, j'ai vécu cette expérience. J'allais à une école secondaire uniquement avec des filles. Il n'y avait aucun garçon. Et malgré ça, quand j'avais mes règles, je cachais mon tampon dans ma manche et j'allais aux toilettes en catimini, comme si j'avais le secret national le plus haut placé pour que personne ne sache que j'étais en train de changer ma protection sanitaire. Et c'est quand même fou. Ouais, c'est incroyable. Et comme tu dis, même jusque dans les termes qu'on utilise, même entre nous, entre filles, on va pas dire j'ai mes Ouais, règles ou j'ai une menstruation, on va dire on a plein d'expressions pour ouais, je suis dans ma paraphraser. semaine. Ouais. It's that time of the month. C'est la même chose en anglais et en français. Ouais. Mais je dois dire quand même que je trouve qu'au Québec, j'ai l'impression que c'est moins tabou. Enfin, moi, les peu d'expériences que j'ai eu à faire, par exemple, avec des collègues, bon, pas avec des hommes, mais avec des femmes, même, tu vois, en France, par exemple,
j'aurais pas forcément dit à une collègue que je connais à peine que ouais, j'ai mal au ventre parce que j'ai mes règles, etc. Alors Mm. qu'ici, ça m'est arrivé plusieurs fois où je me sentais pas très bien et qu'on me disait ah, est-ce que tu as tes règles? Ou même que la personne me disait ah, je suis pas très bien, j'ai mes règles. Entre collègues, tu vois, j'étais comme ah ouais, c'est même limite devant des collègues hommes, tu vois, on en parlait et je trouvais ça moins tabou en fait. Alors après, peut-être que j'ai pas eu une grosse expérience puis que finalement, c'est juste des cas isolés, mais il me semblait que ça me paraissait moins tabou. Donc, Ouais, tant mieux. Et je dirais que je pense qu'il y a quand même eu un progrès assez marqué dans les récentes années par rapport à ça. Même en termes de la précarité menstruelle, c'est un mot qui, quand Julien et moi, on a commencé l'initiative, je sais même pas s'il existait. En bref, moi, j'en étais pas consciente. Mais je pense que dans les 3, 4, 5, peut-être dernières années au Québec, il y a il y a une sensibilisation qui s'est faite par rapport à ça. Et je pense qu'il y a un réel mouvement euh, qui est en cours par rapport à, je sais pas, une certaine libération de tous ces tabous et ces enjeux. Et donc, ça me laisse assez optimiste. oui, c'est vrai que même sur plein de sujets, on voit qu'il y a plein de tabous qui sont levés. Donc, j'imagine que ça doit en faire partie aussi, ça doit suivre. Et puis justement, d'un point de vue politique, est-ce que vous avez des échanges avec les institutions, les gouvernements, que ce soit au niveau de la ville, de Montréal ou du Québec ou même du fédéral? Est-ce que vous avez eu des échanges avec des personnes? Est-ce que vous savez s'il y a des initiatives qui sont en train d'être mises en place, des lois, peu importe? Oui, donc en termes du dossier politique, c'est quelque chose sur lequel on travaille activement présentement, surtout en vue des progrès qui ont été faits en Écosse. Euh, donc cette nation a récemment passé une loi qui garantit un accès universel aux produits d'hygiène menstruelle à travers la nation. Donc ça, c'est un progrès incroyable. C'est quelque chose auquel j'ai rêvé, mais je n'étais pas sûre que ça pouvait arriver un jour. Et de voir ça, ben, ça me motive énormément. Donc, on a été en contact avec Catherine Fournier, qui est une députée au Québec, qui a passé une motion pour que la question de la précarité menstruelle soit étudiée à l'Assemblée nationale. Et donc, cette question est en ce moment sous révision auprès du Conseil de la condition de la femme. Donc ça, c'est déjà une première étape. Ensuite, on désire lancer une initiative à travers tout le Canada en association avec d'autres OBNL qui s'attaquent à la précarité menstruelle et qui prônent l'équité menstruelle pour lancer premièrement une pétition, mais vraiment une campagne fédérale pour essayer de vraiment convaincre notre gouvernement d'assurer un approvisionnement universel de produits d'hygiène menstruelle parce que je pense qu'on est rendu là. Mais bon, ça, c'est un projet à long terme, mais sur lequel on travaille. Ok. Parce que j'ai lu qu'au Québec, je ne sais pas si c'est au Québec ou au Canada ou juste au Québec, mais il me semble que les produits menstruels sont détaxés, c'est ça? Oui, Ouais, ouais, depuis quelques années, je pense. ouais, je pense 2016 Ok. ou quelque chose. Mhm. Mais bon, c'est sûr, c'est clairement pas suffisant, mais en tout cas, comparé, il me semble qu'en France, il y a des taxes sur les produits menstruels, donc déjà, ça fait une petite différence, même si évidemment, ça suffit pas, mais... Ouais, c'est sûr que ça fait une différence. Puis, tu sais, ça montre encore que il y a une certaine conscience qui est en train d'être Mm. prise. Mais oui, comme tu as dit, je pense pas que c'est assez. Et justement, donc ça fait plus de 3 ans que Monthly Dignity existe. Mhm. Quelle évolution tu as pu voir de la question de la précarité menstruelle? Donc, tu l'as dit qu'on en parlait de plus en plus. Mais toi, est-ce que tu as constaté qu'il y avait de plus en plus ou en moins de personnes touchées ou alors, enfin, au niveau de l'impact de cette question-là, qu'est-ce que tu as pu constater? Ouais, absolument. Ouais, ce que j'ai constaté, c'est que la précarité menstruelle, c'est un problème tellement plus large que je le croyais initialement. Comme j'ai dit, quand on a commencé avec Julia, on a regardé les statistiques, on a vu qu'il y avait 720 femmes itinérantes à Montréal et on s'est dit, OK, parfait, ben, c'est la population qu'on veut aider, on se lance et c'est ce qu'on va faire.
Mais ensuite, on a découvert que ouais, l'itinérance, comme elle a été calculée dans ce recensement, n'est pas du tout assez large parce que il y a le phénomène d'itinérance cachée, de par lequel les personnes, oui, peut-être vont pas fréquenter des abris, mais n'ont pas non plus un logement à eux. Oui, un logement fixe. Ouais, donc ça c'est déjà euh, au-delà de l'itinérance, c'est ça, qui a été recensée, il y a aussi l'itinérance cachée. Et ensuite, il y a la précarité, donc les personnes qui ne sont pas en situation d'itinérance, mais qui ont un budget très limité et qui doivent faire des sacrifices pour s'acheter des produits d'hygiène menstruelle, ce qui est déjà en soi complètement absurde. Et ensuite, on a les personnes qui vivent dans les marges de la société et des personnes qui sont plus vulnérables, que ce soit des mères monoparentales, des immigrants récents, des personnes dans la communauté LGBTQ+, des personnes... bref, de toutes sortes d'origines différentes. N'importe qui est dans une situation de marginalisation est beaucoup plus à risque de souffrir de précarité menstruelle. Et donc, et le plus récent ajout à cette liste, ce sont les étudiants, les étudiantes, donc des enfants, des adolescents qui n'ont pas encore de revenus, qui ont peut-être pas l'habilité de vocaliser leurs besoins, mais oui, qui menstruent. Donc, bref, la question de la précarité menstruelle devient de plus en plus large à la place de devenir de plus en plus étroite. Oui. Ce qui vraiment, me mène à cette conclusion que une action au niveau gouvernemental est absolument requise. Parce que oui, Monthly Dignity, ça fait 3 ans qu'on existe. Oui, on a distribué beaucoup de produits. Oui, on continue à travailler fort, mais la question de la précarité menstruelle ne peut pas être résolue par un groupe d'étudiants, étudiantes qui étudient à temps plein et qui essayent d'adresser cette problématique énorme. C'est pas assez. On a besoin d'une action plus large. Oui, je comprends. J'ai regardé plusieurs vidéos par rapport à ça récemment et en fait moi je suis très sensibilisée aussi à la question de l'environnement et quand j'avais interviewé justement Erika, cofondatrice de Madame Lovary, donc qui sont des protections lavables, c'est sûr, je sais que elles par exemple, Madame Lovary, elles ont beaucoup lutté pour que il y ait une partie des protections lavables qui soient lavables ou en tout cas recyclables, que ce soit des cups, etc. Qui soient remboursés en partie par les mairies à Montréal. Donc c'est actuellement le cas, c'est-à-dire que selon l'arrondissement dans lequel on habite, on peut avoir des subventions et être remboursé en partie de nos achats éco-responsable entre guillemets, et ça permet de limiter l'enfouissement. Enfin, il y a toute une question derrière tout ça. Mhm. Mais évidemment, c'est super important cette question. Puis quand on peut se permettre, c'est sûr que ça revient même moins cher d'acheter des protections lavables, réutilisables, etc. Quand on peut se le permettre, c'est génial. Mais pour ça, il faut avoir accès à un point d'eau, il faut avoir une machine à laver chez soi. Et souvent, justement, ces problématiques-là, on ne peut pas dire aux itinérants, achetez-vous des culottes menstruelles, des cups, vous verrez, c'est moins cher. On ne peut pas leur dire ça. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas accès forcément à ces points d'eau et ça peut même être dangereux parce qu'ils ne peuvent pas les laver, en fait. Donc, finalement, c'est tout un tas de questions qu'on imbrique les unes dans les autres, de problématiques qui finalement sont pas forcément, peuvent pas forcément coïncider l'une avec l'autre. Et j'imagine que... Est-ce que vous avez des contacts justement avec des... Tu disais que vous aviez travaillé avec Madame Lovary. Mhm. Ouais. Dans quel contexte Ouais, ben en fait, c'est intéressant toute cette question, puis c'en est une qu'on s'était posée parce que les alternatives éco-responsables ont des avantages et des inconvénients, mais en fait, souvent les avantages pèsent plus lourd. Puis justement, on a distribué des coupes menstruelles à certains de nos partenaires et il y a certaines personnes pour qui c'est une option fantastique parce que, ben, surtout les coupes, en fait, je dirais plus que les culottes réutilisables. Les coupes, tout ce que ça requiert, c'est de l'eau et du savon pour être maintenu. Et étant donné que c'est fait avec des produits bien réfléchis,
ça diminue le risque de syndrome du Mm. choc toxique. Donc déjà, ça c'est fantastique. Et c'est réutilisable, ça peut être gardé jusqu'à 3 ans. Donc pour les individus pour qui ça marche, ça peut être un produit de empowerment, justement, parce que une fois que cette coupe euh, est acquise, ben, c'est un outil qui dure, qui présente moins de risques pour des infections et qui ensuite élimine cette insécurité par rapport à est-ce que je vais devoir me procurer des produits ce mois-ci. Mm. Mais cela dit, comme tu l'as mentionné, c'est pas une option qui marche pour chaque personne qui a ses règles. Parce Mm. que c'est ça, quand on vit dans des circonstances où on ne sait pas où on va dormir ce soir-là, on a des problèmes juste à gérer ses possessions, des choses comme ça, euh, des alternatives qui, disons, augmentent le niveau de comme responsabilité. Des fois, c'est juste une chose de trop. C'est juste une chose de trop sur la liste. Puis c'est pas quelque chose qui peut être avantageux. Mais c'est ça, comme je l'ai dit, c'est une option. C'est une option qu'on offre aux abris avec lesquels on travaille. Et il y a quand même une certaine demande. Donc ça, c'est assez intéressant. Oui, j'imagine, par exemple, quand tu parlais des jeunes, enfin, des personnes, des jeunes adolescents qui ont leurs règles au secondaire, par exemple, ces personnes-là, si elles ont un accès à une cuisine, puis qu'elles ont un logement, ça peut leur, en effet, être une option. Oui, totalement. Puis c'est ça, je ne l'ai pas exactement mentionné, mais les abris, les centres de jour avec lesquels on travaille, il y a comme un spectre au niveau de la stabilité qui sont offerts. Donc, tu sais, c'est ça, il y a certains abris où c'est comme vraiment une option d'urgence, où les personnes tu sais, vont venir passer une nuit, mais jusqu'à le affordable housing, tu sais, Mm. Ouais, les les foyers. appartements, Mm. les foyers subventionnés où les personnes vont vraiment vivre là pendant des années. Donc, pour ces personnes-là qui ont un niveau de stabilité plus élevé, les options réutilisables, les coupes, c'est une bonne option. Tu parlais tout à l'heure du fait que la cofondatrice Julia est actuellement à Paris, puis j'ai vu qu'en mai 2019, vous aviez monté la branche des Monthly Dignity à Paris. Mhm. Comment ça s'est mis en place et quels enjeux vous rencontrez? J'imagine qu'il y a des similarités, mais est-ce que, je sais pas, il y a des différences ou il y a des choses dont vous êtes rendu compte Ouais, donc oui, similarité et différence définitivement. La branche a été mise en place avant même que Julia retourne en France. En fait, c'est quand même une drôle d'histoire. Quand on a commencé Monté Dignity à Montréal, j'étais allée dans tous mes cours à McGill et j'avais donné une présentation sur notre initiative parce que je voulais encourager les gens à nous liker sur Facebook, à nous soutenir dans les médias sociaux. Et il y avait une collègue de classe dans ma classe d'espagnol qui avait retenu ma présentation, qui avait trouvé ça intéressant. Et elle, justement, elle était française, elle a gradué, elle est retournée. Et l'idée de Monthly Dignity lui est revenue à l'esprit une fois de retour en France et elle m'a contactée, elle m'a dit ça m'intéresserait de commencer quelque chose de similaire. Est-ce que tu pourrais me donner des conseils? Blablabla. Et donc finalement, ben, on lui a donné l'option de juste créer une branche de Monthly Dignity à la place de commencer de zéro, c'est ça, de s'associer à nous et de procéder de cette manière. Et donc, c'est ce qui est arrivé. Et environ une demi-année plus tard, ben, Julia a gradué et donc elle est allée la rejoindre. Et depuis, ben, ça a été un processus collaboratif. En termes de différence, ben, une grande chose, c'est qu'il y a une autre initiative en France qui s'appelle Règles élémentaires qui Mm. travaille dans ce domaine. Donc, c'est un territoire qui doit être, disons, partagé. Mais il y a aussi, je dirais, des différences au niveau, je sais pas, culturel, sociétal. La réponse n'a pas été exactement la même. Je pense qu'il y a peut-être un peu plus une réticence à, je sais pas, regarder Plus de cet tabous enjeu. peut-être. C'est possible parce que je sais que l'enthousiasme qu'on a eu à Montréal n'est pas exactement le même à Paris et ça pourrait être le résultat d'une multitude de facteurs. Donc, je vais pas tirer de conclusions trop controversielle, mais je sais juste que la réponse n'a pas été exactement la même. Cela dit, elles ont quand même été capables de faire beaucoup de progrès. Elles sont en train de créer des partenariats. Une chose qui est intéressante que Julia me disait, c'est que
Elle travaille beaucoup avec la population récemment immigrée. C'est un besoin vraiment essentiel et important dans cette population. Et donc, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu là que le focus est dirigé en ce moment. Ok. Et avec aussi une de mes questions, c'est évidemment avec la pandémie de Covid-19 qui est arrivée en mars dernier. J'imagine que il y a eu des nouvelles problématiques, puis des façons d'intervenir qui ont dû être différentes. Comment vous avez géré tout ça et qu'est-ce que vous avez pu constater? Comment ça s'est passé? Ouais, c'est vrai, mais honnêtement, ça nous a mis moins de bâtons dans les roues que je l'aurais cru. Je me souviens quand la pandémie a commencé, je me suis dit, bon, c'est fini, tout va tomber à l'eau, c'est mort. Mais environ une semaine plus tard, j'ai juste réalisé, non, c'est l'opposé. On est en pandémie, les abris avec lesquels on travaille ont besoin de ressources maintenant plus que jamais. La population itinérante est vulnérable maintenant plus que jamais. C'est pas le temps de se décourager puis de se dire, ah, c'est la pandémie, on est en lockdown, on peut rien faire. Et donc, en fait, on a un peu eu la réponse opposée. Et au début de la pandémie, autour d'avril, on a lancé une initiative de COVID relief parce qu'on a réalisé que c'est ça, nos abris partenaires étaient complètement débordés. Euh, les gens avaient besoin de ressources, c'est ça, vraiment encore plus qu'avant. Et donc, on avait lancé une levée de fonds, on avait fait des drives pour aller chercher des dons de vêtements, des dons de repas pré-cuisinés. Et avec les fonds accumulés, on avait fait des dons de produits désinfectants parce qu'au début de la pandémie, il y avait comme une pénurie de ça, même Ouais. des masques, le gel, comment on dit? Ouais, hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique. Ouais, les produits de base là, pour maintenir les mesures d'hygiène, ça manquait. Donc, on avait juste fait ça un peu en mode en réaction à la crise. Mais ensuite, on a également été capable de continuer nos opérations en termes des livraisons. Tu sais, oui, c'est un ajustement, on, on pratique la distanciation sociale, on met des masques, on se désinfecte les mains, etc. Mais une chose qui est sûre, c'est que periods don't stop for pandemics. Les Ouais. menstruations ne s'arrêtent pas en temps de pandémie. Et donc, nos opérations, on les a maintenues. Quels sont justement dans les mois, les années à venir, les projets pour Monthly Dignity? Donc, ce que je dis souvent, c'est que j'espère qu'un jour, notre cause va devenir obsolète, qu'on n'aura plus besoin de nous, parce que je pense tu sais, malgré nos beaux efforts, nos beaux accomplissements, on est un petit peu un band-aid sur un problème systémique. J'espère profondément qu'une action gouvernementale va être prise pour juste en terminer avec la précarité menstruelle parce que je pense réellement que c'est un objectif qui est possible, qu'on peut atteindre en tant que nation. Et donc, ça, c'est une des grandes choses. Évidemment, dans ce dossier-là, ça va être une campagne de sensibilisation, mais ça va être aussi des demandes au niveau gouvernemental. On va lancer une pétition. Donc, ça, c'est pour cette section-là. Euh, du côté de Monthly Dignity, en termes de croissance, d'augmenter la portée de notre cause, j'aimerais développer le palier éducatif. C'est quelque chose qu'on a constaté qui est essentiel. L'éducation par rapport à la santé menstruelle, par rapport à l'équité menstruelle, je pense qu'elle est inadéquate en ce moment. Euh, et la preuve de ce que je viens de dire, c'est que les menstruations demeurent tabous. Donc, je pense qu'un grand projet qui a été mentionné plus tôt, c'est d'offrir une éducation menstruelle, disons, plus positive, euh, qui commence plus tôt dans le parcours éducatif de tout le monde. Et justement d'impliquer tout le monde dans cette cause, hommes, femmes et toutes les identités qui sont entre les deux.
parce que c'est une question qui touche tout le monde. Et comment concrètement, si on veut venir bénévole chez Monthly Dignity, c'est une personne qui nous écoute et qui se dit ah moi j'aimerais ça les aider ou enfin pas forcément bénévole mais comment on peut vous aider enfin, quelles sont toutes les manières en fait d'aider Monthly Dignity? OK. Donc, il y a plusieurs manières. La façon, disons, la plus simple, c'est d'aller nous soutenir dans les médias sociaux. Donc, on a Facebook, Instagram, c'est simplement Monthly Dignity. Euh, de partager le contenu qu'on publie pour sensibiliser d'autres personnes, c'est toujours fantastique d'en parler. Le bouche à oreille, ça peut aider beaucoup parce que, comme on l'a dit au début de cette conversation, la précarité menstruelle, c'est un enjeu caché et on veut que le message se passe et soit répandu au plus de personnes possible. Ok. Ensuite, un soutien financier est possible en faisant des dons à travers notre plateforme Chuft qui se retrouve sur notre site internet qui est juste monthlydignity.com. Puis ensuite, pour un engagement, disons, plus actif, c'est possible de devenir bénévole ou exécutif. En ce moment, on est en train de recruter notre VP événement. Donc, si ça intéresse aussi, la candidature est en ligne dans nos médias sociaux. Mais pour être bénévole, il suffit de juste nous envoyer un message, que ce soit sur Instagram ou Facebook, manifestant l'intérêt. Et on va vous rediriger vers un document Google à remplir, un formulaire. Et ensuite, les bénévoles sont admis un groupe Facebook qui est dirigé par notre fantastique Emma, qui est la responsable des bénévoles. Et pour être bénévole, il y a deux sections. Il y a les conducteurs qui nous aident avec nos livraisons de produits et il y a les éducateurs qui vont nous aider dans le palier éducatif sur la question de la précarité menstruelle. Ok. Alors tous ceux qui sont intéressés pour aider l'association, bah, vous savez quoi faire maintenant. J'ai aussi une question. J'ai vu que sur le site que vous aviez lancé un podcast, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Monthly Dignity. Est-ce que tu veux en parler un peu? Donc, en fait, le podcast Monthly Dignity, c'est une initiative de Monthly Dignity France. Ok. Donc, pour le moment, on n'est pas très impliqué dans ce podcast ici. Par contre, c'est un projet qui est en cours, mais je ne peux pas vraiment en dire plus. Ok. Donc, bah, en tout cas, il me semble qu'il y a quelques épisodes qui sont déjà accessibles. Oui, absolument. Et je vous recommande de les écouter. Mais ça, c'est pas nous qui les avons créés, c'est Monthly Dignity France. Ok. Puis, toi, quels sont tes projets à toi? Parce que tu dis que tu étudies médecine. En parallèle, donc tu t'occupes de l'association. C'est deux causes, enfin, c'est deux volets qui sont, j'imagine, à la fois liés, mais à la fois différents. Comment tu te vois plus tard? Quels sont tes projets professionnels quand tu auras fini tes études ou peu importe, dans un futur proche? Ouais, donc, en fait, dans mon futur proche, j'espère aller faire une maîtrise avant de terminer mes études en médecine parce que j'aimerais ça avoir une carrière qui incorpore un aspect clinique et un aspect de recherche. La spécialité qui m'intéresse, c'est la psychiatrie, mais j'ai vraiment un intérêt pour la neuroscience. Donc, c'est ça, ce serait d'aller faire une maîtrise, de prendre une pause, c'est ça, de mes études, faire une maîtrise en neurosciences pour apprendre toutes les méthodologies, les bases au niveau scientifique pour être capable d'ensuite intégrer la recherche à ma carrière. Et ensuite, ben oui, de faire une résidence en psychiatrie idéalement pour ensuite me lancer dans ce domaine. Mais en termes de comment est-ce que je me vois continuer avec Monthly Dignity, j'espère quand même un jour que la cause pourra devenir indépendance de moi. C'est quelque chose sur lequel on travaille en ce moment, c'est de rendre ça, disons, plus systématique et même genre reproductible, tu sais, que ça devienne un genre de modèle qui n'est pas seulement dans ma tête ou dans la tête des exécutifs, mais réellement quelque chose qui peut être reproduit par n'importe qui a vraiment la motivation de le faire. Et donc, ouais, c'est quelque chose sur lequel je travaille en ce moment. J'essaie de, disons,
répartir le pouvoir pour que tout le monde puisse créer des initiatives telles que celle-ci. C'est intéressant. Toi, est-ce que tu es montréalaise? Est-ce que Ouais. tu... Oui. Et comment tu dois bien connaître Montréal, du coup, j'imagine, si tu y as toujours vécu. Comment tu vois Montréal dans 10 ans? Parce que j'ai l'impression que c'est une ville qui est en pleine évolution, que ce soit d'un point de vue physique, social, architectural, urbain, peu importe. Comment toi, tu vois cette ville dans 10 ans? Euh, c'est une belle question. Puis je pense que COVID, ça a forcé une certaine réflexion par rapport à cette question parce qu'il y a certaines des institutions, disons, traditionnelles qui sont en train de... qui ont de la peine à survivre. Euh, pour une certaine raison, je pense à, disons, la rue Sainte-Catherine en ce moment, tu sais, ce centre de consommation qui, tu sais, faisait mon bonheur quand j'avais 14 ans, mais qui en ce moment, je réalise, c'est peut-être pas la voie du futur. Dans 10 ans, j'espère voir un Montréal plus centré sur la communauté. Je pense qu'on a déjà ce désir, mais je pense qu'il pourrait se développer plus loin. Euh, J'aimerais voir un Montréal plus, disons, pas indépendant, mais euh, qui opère ou qui favorise ce qui est fait et créé localement. Tu sais, ça, c'est une façon d'être plus environnementalement responsable, mais c'est aussi une belle façon d'aider à relancer l'économie. Euh, donc, c'est ça, je pense qu'il y a un aspect communautaire déjà fort à Montréal, mais j'aimerais le voir se développer davantage. Euh, c'est d'avoir, je sais pas, des jardins communautaires, des jardins sur les toits, d'encourager la souveraineté alimentaire, d'encourager, oui, c'est ça, des causes qui sont à l'intersection euh, de l'environnement et de l'économie et du bien-être commun. Ok. Mais oui, c'est une belle vision de Montréal. Puis je pense que c'est quand même une ville qui s'y dirige progressivement, même si c'est une ville assez, je l'ai dit plusieurs fois dans les précédents podcasts, mais c'est une ville qui est assez partagée, Montréal, entre le côté très communautaire, dans certains quartiers où les gens prennent vraiment possession du quartier et ils mettent du cœur, versus une partie de la ville qui est très nord-américaine, notamment le centre-ville. Voilà, avec ses tours de bureaux qui sont actuellement vides, comme tu dis, la rue Sainte-Catherine, qui est une rue commerciale et qui finalement, il n'y a plus personne en ce moment. Il y a un peu cette binarité un petit peu dans Montréal, Mhm. qui est assez intéressante à Mhm. voir, je trouve. Et enfin, est-ce qu'il y a une œuvre, un média, un livre, peu importe, que tu voudrais conseiller à nos auditeurs, qui t'a marqué récemment? Euh, oui, je pense que ben, une œuvre qui m'a marquée tout au long de ma vie, ben, depuis que je l'ai lue, en fait, pardon, il y a peut-être 3 ans. C'est un essai écrit par Virginia Woolf qui s'appelle Room of One's Own. C'est marrant, je Donc, l'ai lu la semaine dernière. ah, fantastique! Donc, en français, je pense que c'est une chambre à soi. Oui, alors Euh, le titre a changé. Avant, c'était une chambre à soi. Maintenant, c'est un lieu à soi, un lieu à justement. soi. Ah oui, je pense que c'est plus représentatif de Mm. l'œuvre. Mais oui, depuis que j'ai lu cette œuvre, elle a habité mon esprit et mon monde intellectuel. Il a peuplé, je pense, d'une capacité à s'enrichir ou d'une volonté à s'enrichir qui a changé ma vie. Donc, je le recommande à n'importe qui, mais je dirais surtout aux personnes qui soit s'identifient comme femmes ou se ressentent dans les marges de la société pour une raison ou une autre. Parce que c'est une œuvre qui encourage quiconque à prendre sa place dans la sphère physique et intellectuelle et de se donner le droit à la créativité. Ok, ben, je le mettrai dans les notes du podcast aussi. Merci. Ben, merci beaucoup, Chloé, pour toutes ces réponses. Il n'y a pas de quoi. On se retrouve sur le site, on retrouve toutes les infos sur le site de monthlydignity.com. Merci à Chloé d'avoir pris le temps de partager avec moi cette conversation et merci à tous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous taguer sur les réseaux sociaux. Suivez-moi sur Facebook
Sur Instagram, @montrealboulevard.podcast, je partage régulièrement des choses qui pourraient vous intéresser. À bientôt!